juste entre nous, je vais vous faire une belle petite lecture du livre de Christine Brouillette, Le regard des autres. Je voulais la faire la semaine dernière, mais j'ai eu des petits contretemps, donc j'ai pas pu le faire. Donc, installez-vous confortablement en espérant que ça vous fasse un moment de détente exceptionnel. Et également, si vous voulez vous endormir avec un doux chuchotement, avec le premier chapitre de Christine Brouillette, Le regard des autres. Alors, on commence immédiatement. Et c'est parti. Québec, avril 1994. Le ray de soleil qui s'échappait des lourdes tentures écarlates scindait le corps de Caroline, lacée verticale, séparant ses seins, glissant sur le nombril, le ventre plat, le sexe encore glabre, attirant l'œil du photographe, tout en l'agaçant. Sébastien Hamel prit quelques clichés, puis s'escrimant à refermer les tentures, à les maintenir closes à l'aide d'une pince à linge pour effacer cette ligne lumineuse qui déplairait aux clients. Trop insolite, trop distrayante, il entendit le plancher craquer, se tournant à demi vers sa sœur. « Tu ne bouges pas, Caro, on n'a pas encore fini. Tu avais dit que ça ne sera pas long. J'ai froid. Couche-toi sous les couvertures le temps que je change un peu le décor. Tu aimes toujours ça jouer à la cachette. » La fillette obéit, même si elle détestait ce jeu, par lequel tout avait commencé quelques mois auparavant. Elle s'était glissée sous le drap de la flanelle. Sébastien avait fait semblant de la chercher, avait exploré le lit à tâtons, tapoté, soulevé l'oreiller, tandis qu'elle riait, avait poussé un cri de victoire en attrapant son pied droit qu'il avait tiré vers lui. Il avait chatouillé ses orteils, fait monter ses doigts le long de son mollet, de sa cuisse, puis avait écarté. Sa culotte, la lui avait retirée, puis lui avait demandé d'ouvrir les jambes, l'avait regardé en souriant. Caroline était mal à l'aise, mais Sébastien avait hoché la tête, l'air satisfait.
en sachant pourtant que les paparazzi n'étaient pas les bienvenus. Robert a couru après le trouble. Ça devrait arriver, avait dit leur mère. C'était sa phrase préférée. Caroline entendit un crissement. L'appareil crachait, l'image que Sébastien agiterait pour la faire sécher. Viens près de la lampe, mets tes mains sur tes fesses, ouvre un peu la bouche, juste un peu, comme si tu te préparais à lécher un popsicle. Il avait étalé les photos sur la commode, avait souri, rigolé. Il était un très bon photographe, bien meilleur que leur père. Même avec ce simple appareil, il serait au top avec le Leica quand il lui serait plus familier. Il n'avait pas remarqué qu'un cliché avait glissé derrière le meuble. Il resterait là jusqu'à ce que Caroline le tire de sa cachette et l'enfonce dans le ventre de Poupou, son singe en peluche verte, un gentil gorille aux oreilles rouges qui l'aidait à s'endormir le soir, quand elle redoutait que le fantôme de son père vienne la visiter. Personne ne verrait cette photo. Celle-ci échapperait au regard. Elle détestait cette photo. Elle aurait aimé la brûler. Mais si jamais Sébastien s'apercevait de cette disparition, s'il l'interrogeait, elle n'était pas douée pour mentir. Il se fâcherait. Il ressemblait à leur père quand il était en colère. Il lui faisait peur. Elle espérait que cette photo resterait un secret entre Poupou et elle. Montréal, 1er octobre 2010. Jocelyn Simard s'était réjoui en se levant de voir le soleil qui faciliterait son travail. Il pourrait finir de repeindre l'appartement 3B. Il n'aurait plus à supporter l'épouvantable musique qui écoutait durant des heures le locataire de l'appartement voisin. Il avait travaillé toute la semaine dans cet immeuble et s'était étonné que personne ne soit allé frapper à la porte du 3A pour se plaindre du bruit. Il est vrai qu'il n'avait croisé qu'un enfant qui partait pour l'école le lundi, puis une vieille femme au rez-de-chaussée le lendemain. Elle l'avait regardé faire des allers-retours pour monter les pots de peinture, les patchs, les pinceaux au dernier étage d'un air inquiet, même s'il lui avait souri à chaque passage devant sa porte entr'ouverte. Peut-être qu'elle était sourde et que le vacarme du 3A ne la gênait pas. Tant mieux pour elle et tant mieux pour lui qui terminerait son contrat aujourd'hui, songea-t-il, en poussant la porte de l'immeuble décrépit, se disant que le propriétaire aurait dû l'engager aussi pour repeindre la façade et remplacer les boîtes à lettres en métal tout abîmées, réparer l'escalier qui menait au sous-sol où les locataires se partageaient une laveuse et une sécheuse, remplacer la poignée de la porte d'entrée, mais le propriétaire ne lui avait demandé que de rafraîchir l'appartement 3B le plus rapidement possible. Il voulait le louer au plus tôt. De toute manière, Jocelyn n'aurait pas accepté d'exécuter dans l'immédiat d'autres travaux pour Harvey Carrington, qui discutait le moindre sou dépensé en matériel, lui donnant l'impression qu'il tentait de l'escroquer, alors qu'il bossait déjà au rabais. Il n'avait plus l'âge de se justifier auprès d'un homme qui n'avait qu'à acheter les fournitures s'il doutait de lui. Avec un peu de chance, il terminerait son contrat avant la fin de l'après-midi, remettrait sa facture à Carrington et ne le reverrait pas avant longtemps, peut-être même jamais, si le bouche à oreille pour les contrats de rénovation continuait à fonctionner. Il n'aurait plus à travailler pour lui, prioriserait plutôt Ginette Tanguay, elle aussi propriétaire de plusieurs immeubles, qui faisait de plus en plus souvent appel à ce service. Quand Jocelyn avait pris sa retraite, il n'aurait jamais cru qu'il se ferait si rapidement une clientèle. Mais un homme à tout faire était une denrée rare et il travaillait quasiment autant qu'à l'époque où il était salarié, sauf qu'il ne se
saisit un tournevis pour ouvrir le pot de couleur chantilly, remua la peinture avec un bâton de bois et la versa dans le bac. Au moment où il allait y tremper le rouleau, il entendit des pleurs, ceux d'un bébé qui lui rappelèrent les cris de Raphaël quand il faisait ses dents. Il y avait donc un tout petit dans l'immeuble. Il n'avait jamais eu conscience de cette présence, mais comment aurait-il pu percevoir le moindre son provenant du 2B avec le vacarme du 3A? Était-ce un garçon ou une fille? Il se souvint qu'il avait souhaité que son fils ait un garçon quand sa bru était enceinte. Il avait craint de ne pas avoir. Comment agir si Annie mettait au monde une petite Hélène? Il avait élevé des mâles. Il n'y connaissait rien aux gamines, aux poupées, aux fanfreluches et à toutes ces choses qu'aurait comprises son épouse. Mais Lucienne était décédée avant la naissance de leur premier petit enfant. Lucienne qui avait tant rêvé d'être grand-mère, tant souhaité bercer, câliner, tricoter des bulles, préparer des pommes, tremper dans le sirop, coudre des costumes pour l'Halloween. Les cris redoublèrent d'intensité. Personne ne s'occupait de cet enfant. C'était normal de laisser pleurer un peu les bébés, mais il y avait des limites. Où était la mère, le père ou la gardienne? Il trempa le rouleau, puis l'appuya contre le mur, l'appliquant avec énergie, l'imbibant à nouveau, couvrant lentement le bleu nuit d'une première couche de blanc. Il faudrait au moins 3 couches pour faire disparaître la peinture sombre. Quelle idée de choisir une couleur aussi foncée pour une pièce aussi exiguë. Il entendait toujours pleurer l'enfant. Pourquoi continuait-il ainsi à gémir? Avait-il faim? Sa couche était-elle souillée? Avait-il froid? Pourquoi ne s'occupait-on pas de lui? Il hésita, mais finit par déposer le rouleau, s'éloigner du chantier pour quitter l'appartement, descendre l'escalier et frapper à la porte du 2B. Les hurlements de détresse du bébé balayèrent les derniers scrupules de Jocelyn. Lucienne lui aurait dit qu'il avait raison de ne pas se mêler de ses affaires, qu'une personne avait peut-être besoin d'aide. Il appuya à 2 reprises sur la sonnette, cogna, tentant d'ouvrir la porte. Il colla vainement son oreille. Les cris du bébé l'empêchaient d'entendre quelque mouvement que ce soit dans le logement. Il appela le propriétaire, laissant un message dans sa boîte vocale, restant un moment devant le 2B, frappa plus violemment, sans que personne vienne lui répondre. Il remonta lentement au 3B, dubitatif. Devait-il composer le 911? Et si la personne responsable de l'enfant n'était qu'endormie? Peut-être qu'elle avait pris de la drogue ou de l'alcool, mais peut-être qu'elle était juste épuisée parce qu'elle travaillait la nuit et qu'un signalement lui vaudrait bien des tracasseries. Mais non, ça ne se pouvait pas que quelqu'un ne se réveille pas avec de pareils hurlements. Ce n'était pas normal. Bon sang, il n'avait qu'à descendre l'escalier de secours. Il arriverait face à la porte-fenêtre qui tenait sur le balcon, qui n'était peut-être pas verrouillée. Mais s'introduirait-il ainsi dans son appartement? Et si la surprise qu'il causerait se retournait contre lui? Si la gardienne pensait qu'il était un intrus et réagissait avec violence? Le propriétaire lui avait répété maintes fois qu'il était trop bon avec tous ces drogués à qui il avait loué des appartements, que ce temps-là était bien fini. Jocelyn sortit néanmoins, empoigna la rampe métallique et rouillée de l'escalier. Il signalerait sa présence en arrivant à l'étage du dessous. Il frapperait à la porte-fenêtre, vérifierait si on avait besoin d'aide, et il appellerait la police s'il n'y avait aucun signe de vie hormis les cris du petit ou de la petite. Est-ce qu'une fille braille très différemment d'un garçon? Quelle question absurde! Quelle importance! Pourquoi pensa-t-il à un truc pareil? Parce que son esprit
Il se demanda s'il devait boire une gorgée pour l'inciter à l'imiter. Il s'agenouilla à nouveau en posant le verre de lait entre la petite et lui, en espérant la voir s'éloigner du cadavre de sa mère. Si c'était sa mère, il sautait trop vite aux conclusions. Avec un peu de chance, c'était la gardienne. La mère était toujours vivante. La petite ne serait pas orpheline. Mais la gardienne avait peut-être des enfants. Que faisaient les secours? Avait-on compris qu'une travailleuse sociale serait nécessaire? Qu'il ne fallait pas traumatiser davantage la fillette? Il entendit du bruit dans l'escalier. En partant à la petite pour ouvrir la porte aux policiers, l'un d'entre eux faillit renverser le verre de lait. Un autre appela immédiatement des renforts. Un troisième lui fit signe de rester à l'extérieur avec lui. Pouvait-il tout lui raconter depuis le début? Après s'être exécuté, Jocelyn exprima des remords de n'être pas intervenu plus tôt. J'aurais dû agir dès que j'ai entendu pleurer. Elle aurait passé moins de temps à côté du corps. Vous ne pouviez pas savoir, compatit Damier Paré. Vous n'avez rien remarqué de bizarre ces derniers jours. Et le gamin, vous ne l'avez pas vu. Un petit garçon, pas aujourd'hui. Ce sera son frère. Si on parle d'un garçon blond, oui, je l'ai croisé une fois lundi. Pas depuis. Mais je ne vois jamais personne durant le jour. D'habitude, j'entends la musique de Sauvage du 3A. C'est un miracle qu'il n'en ait pas aujourd'hui. Sinon, les cris de la petite auraient été enterrés par ce boucan. C'est anormalement tranquille aujourd'hui. Comme ça, le bébé a un grand frère. Vous connaissez la famille. On est déjà venu ici, admis le patrouilleur. Violence conjugale. Je n'ai pas vraiment le droit de vous répondre. Je me disais que ça pouvait être la gardienne. C'est la mère. Vous la connaissez. C'est prématuré. Je vous remercie de nous avoir rappelé. La déesse va devoir trouver un foyer d'accueil pour la puce. Je peux demander à ma bru pour aujourd'hui si vous ne trouvez personne pour la garder. Ça n'a pas de bon sens. On doit d'abord amener la petite à l'hôpital et parler à son frère. Une chance qu'il n'était pas là. Il se serait fait tuer s'il avait été témoin du meurtre. D'un autre côté, sa sœur ne serait pas restée là à côté de leur mère si. Ça n'a pas d'allure. Pauvre enfant, vous n'avez rien entendu d'autre que les cris du bébé, vérifia
se remit à hurler. Jocelyn secoua la tête. Il fallait faire quelque chose. La travailleuse sociale devait être là d'une minute à l'autre. Elle va faire le saut quand elle va voir ce qui s'est passé. Elle attendra l'enfant dans sa voiture. L'agent de Poirier lui amènera la petite. Apportez son toutou. Raphaël a piqué toute une crise quand mon fils a oublié son ourson lorsqu'il est venu se faire garder chez nous. L'agent de Poirier y pensera, elle a des jumeaux. Jocelyn Simard hocha la tête, vaguement rassuré. Finit par dire qu'il ne comprenait plus le monde dans lequel il vivait. Il répéta qu'il devait repeindre l'appartement, mais il n'aiguisa aucun mouvement, tenant fermement la rampe de l'escalier, sans s'y engager. Êtes-vous vraiment obligé de terminer la peinture aujourd'hui? Demanda l'agent Paris. Peut-être que je ne suis plus certain de grand-chose, mais je suis sûr que je n'aurai pas le goût de revenir ici demain. Pauvre enfant. J'espère vraiment que le guide est à l'école. Joliette, 22 juin 2012. La gomme à manger que Nathan Chaudouin avait déposée dans un verre d'eau n'avait plus de goût quand il l'a repris, mais il allait pourtant la mâcher jusqu'à son arrivée à l'école pour tromper sa faim. Que pouvait-il faire d'autre? Il n'avait pas réussi à empêcher Jimmy de s'emparer de sa tartine au beurre d'arachide.
sûrement donné à une famille. Elle n'avait que 2 ans et demi quand on les avait séparés. Ils seraient peut-être encore ensemble s'il était resté auprès de leur mère quand elle s'était écroulée, mais il avait paniqué. C'était déjà un miracle que Mélodie ne soit pas mise à pleurer au moment de l'agression, qu'elle n'ait pas bougé de la chambre, qu'elle n'ait pas tenté de le rejoindre dans la salle de bain où il s'était caché. Combien de temps était-il resté
anticipant le bonheur de découvrir le roman qui l'entraînerait vers ces mondes magiques si éloignés de son quotidien. Une employée qui discutait avec une cliente la reconnut et lui fit signe de s'approcher, dessinant un gros livre sur un cubicule. « Je crois que tu aimerais ça, et je sais que la longueur ne te fait pas peur. » Mathilde s'empara de l'assassin royal, lut rapidement la 4e de couverture. Feuilletant les premières pages, hocha la tête. Ce roman à la fois historique et fantastique lui plairait. Il lui restait encore assez d'argent pour acheter un livre de poche. Elle espéra mettre la main sur Changer l'eau des fleurs. Elle n'avait lu le résumé dans un magazine et était intriguée par le personnage principal, qui était gardienne de cimetière. Est-ce qu'il y en avait au Québec? En quoi consistait ce travail? Balayer les tombes, guider les gens venus honorer la mémoire d'un proche disparu. Elle n'était allée qu'une fois au cimetière, mais le calme qui régnait à cet endroit lui avait plu. Elle avait envie d'être libraire. Ou détective quand elle serait adulte, mais peut-être que ce serait aussi bien de surveiller un cimetière. On pouvait y bouquiner en paix. Sa seule certitude était qu'elle ne suivrait pas les traces de sa mère, qui avait été mannequin. Pour ça, il fallait être belle. Détective, oui, comme Judith Allison, le personnage de l'enfant promis. Elle avait bien aimé ce polar. Et elle avait été captivée par la série télé La Défense de Lincoln, même si elle était certaine de ne pas devenir avocate comme Mickey Haller. Comme son père, elle n'avait pas envie de plaider la cause de criminels,
Gisèle à la gare d'autobus qui attendait le départ vers Montréal. Elle n'avait pas su si elle devait lui parler, avait hésité, s'était contentée d'esquisser un petit geste de la main. J'aurais dû aller vers elle, mais j'étais trop surprise. On nous avait dit qu'elle était malade. Je me souviens de son air triste, égaré. Personne ne l'accompagnait. Aujourd'hui encore, quand je pense à Gisèle, j'espère qu'elle a deviné que je ne trahirais pas son secret. Je suis la seule à qui tu en as parlé. On n'a jamais su ce que Gisèle est devenue, si son enfant. Je me suis toujours demandé qui était le père. J'ai eu parfois envie de la rechercher à voix Maude. Tu pourrais la retrouver, dit Léa. Peut-être, mais tu serais mal à l'aise d'utiliser tes ressources pour découvrir la vérité. Ça ne nous regarde pas. Elle n'a probablement pas envie d'évoquer cette période de sa vie avec une fille qu'elle n'a pas vue depuis plus de 30 ans, qui n'était même pas proche d'elle à l'époque. On prenait seulement l'autobus ensemble. Pourquoi parle-t-on de Gisèle? Ce fut au tour de Léa de soupirer. Elle avait croisé Sophie, une de ses anciennes étudiantes. Elle était enceinte. Quel est le problème? Demanda Maud Graham. C'est son 3e enfant. Elle a 18 ans. 18 ans. Elle a quitté l'école à 14 ans. Je lui avais alors donné mes coordonnées. C'était une gentille fille, mais elle venait d'une famille dysfonctionnelle. Elle me répétait qu'elle serait une bonne mère, qu'elle aimerait son enfant et que son enfant l'aimerait. Enceinte à 14 ans, comment ont réagi ses parents? Je l'ignore. Je sais seulement que Sophie va accoucher d'une fille en septembre et que celle-ci, elle veut la garder. Où sont les 2 premiers? La DPJ les lui a retirés. Et les pères, elle t'en a parlé? Pas tellement, non. De mémoire, le premier l'a quittée quand elle est tombée enceinte. Je lui avais proposé de faire des démarches pour forcer ce garçon à l'aider, mais elle m'avait envoyé promener. Elle l'aimait. Rien d'autre ne comptait. Il allait revenir vers elle, et elle était certaine qu'il changerait d'idée en voyant leur bébé. J'aurais dû mieux l'aider, murmura Léa. Comment fit Maude? Les filles sont idiotes quand elles sont amoureuses. Elles ne t'auraient pas écouté, et les femmes ne sont pas beaucoup mieux. On a encore eu un cas de fraude cette semaine. Un type a réussi à soutirer 20 000 $ à sa compagne, qui le connaissait depuis 5 mois. 5 mois! Vous l'avez arrêté, Maude sourit, battant l'efficacité de l'équipe chargée du dossier. On a une belle relève au poste. Je pourrais prendre ma retraite l'âme en paix. Tu n'es pas prête. Tant qu'Alain travaille, j'aurais de la difficulté à m'arrêter. Être retraité alors qu'il serait toujours à